C'est pour ça que pas mal de gens aussi préfèrent rester tout seul, en fait. Donc, est-ce que tu as réfléchi à ça? Oui, j'ai réfléchi beaucoup à ça, mais t'es pas toute seule. Oui. Je suis avec ma Julia. Merci Julia, Ina, d'avoir accepté de venir partager votre projet et expérience avec nous. Merci à vous pour votre invitation. C'est un plaisir. On va commencer avec une question qu'on adore poser. Donc, ça sera une question pour chacune. Julia, si on te pose la question, qui est Julia, tu diras quoi? Ça dépend qui pose la question, ça aussi, ça dépend de ça. Mais en ce moment, moi, je dirais la personne qui est sa société, une entrepreneuse qui essaie de faire marcher son business, fait mieux. Bien, Ina, t'as eu le temps de réfléchir. Julia n'a pas eu le temps. C'est la même chose. Oui. Une personne qui sont en entreprise. Pour moi, c'est la première fois. J'ai appris beaucoup de choses. Okay. Justement, vas-y, on va en parler. Parlez-nous un peu de votre projet. Mais moi, je pense que pour Ina, c'est encore plus différent parce que pour elle, elle peut, pour la première fois, qu'elle peut exercer son métier avec une autre dimension. Parce que Ina, elle a une expérience elle est nail artist depuis 23 ans. Une très jolie expérience. Ina, on se rencontrait. C'est dans le domaine. Ça va être cool. Oui, et justement, on s'est rencontrés avec Ina quand Ina, elle est venue faire la manicure pour un shooting que j'ai organisé pour Vogue Russie. Et comme ça, on s'est connus. Ina, elle a travaillé beaucoup pour les prises de vue, donc nail artist pour les studios, mais aussi elle avait des clientèles privées. Donc je suis devenue sa cliente et après je suis devenue son amie. Et maintenant, oui, 18 peut-être de notre amitié, ouais. Et maintenant, Ina, ça fait un petit moment. Donc, elle a osé d'ouvrir son salon. Donc, c'était une démarche, elle hésitait beaucoup pendant plusieurs années. Et après, voilà. Maintenant, on a un salon depuis 1 an qui marche très bien. Et elle apprend chaque nail artist qui travaille chez nous. Elle les apprend, elle forme et donc tout le monde travaille avec sa méthode à elle. Parce qu'elle a vraiment sa méthode à elle, très spécifique. Elle a plusieurs méthodes, ouais. Mais elle choisit vraiment à qui elle fait diagnostic de la main, des ongles de la cliente. Elle propose la méthode qui convient à la cliente. Et elle forme aussi on va dire nos filles qui travaillent avec nous, notre équipe. Elle apprend aussi de travailler de cette manière-là. Mais je laisse parler parce que je parle beaucoup. Il y a une bonne introduction déjà, c'est pas mal. Mais du coup, oui, avant de parler un peu plus sur ta méthode un peu spéciale, justement, comme tu disais, vous êtes connus sur un projet. Ensuite, t'es devenue sa cliente et après... Amie, oui. Comment vous avez eu l'idée d'ouvrir un salon ensemble? En fait, c'était l'idée d'Ina. C'était pas mon idée. Moi, j'ai travaillé pendant 15 ans, peut-être 17 ans. Je travaillais dans la mode. Je gérais Condé Nast Russie, le bureau de Condé Nast Russie ici en France. Après, j'ai eu une petite expérience dans le beauté. Je travaille pour une société de parfums de niche.
Ici à Paris aussi. Ici à Paris, mais c'était une marque américaine, suédoise, moitié sud-américaine. Jolie marque. On a déplacé en France. Maintenant, toute la production se passe en France. La marque se développe super, super bien. Mais moi, je quittais la société et je voulais ouvrir ma propre société. Et Ina, elle est venue me voir, elle me dit, écoute, ça, tu veux pas ouvrir avec moi parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Viens, moi j'ai besoin de toi, toi tu as besoin de moi. Et c'est sûr qu'ensemble on pourra faire quelque chose, on pourra créer quelque chose de joli. Tu vois, ok. Mais à la base, c'était l'idée de Ina. Parce que moi, c'est salon de manicure, oui, peut-être, mais j'étais pas sûre, je connais rien. Ouais, c'est pas ma spécialité, mais bon. Mais tu t'es retrouvée avec une experte. Donc... Exactement, exactement. Et je pense que ça, c'est un point très important quand on se lance dans quelque chose. C'est bien d'avoir... une personne qui prend. Oui, même si on est entrepreneur et tout, on se dit on peut développer n'importe quel business, tout faire. C'est quand même très important d'avoir quelqu'un qui est vraiment un vrai expert. Ça aide énormément et ça doit être comme ça, je pense, dans tous les business. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, comment c'est séparé? Vous avez séparé les scopes. Clairement, Ina, c'est l'artiste. Et du coup, toi, tu gères tout ce qui est... Exactement. tout ce qui est administratif, ça, c'est tout ce qui est marketing, c'est moi qui gère. Et le métier, le même, c'est Ina qui gère ça, de ce côté. Elle forme l'équipe. Elle travaille avec les clients, elle choisit les produits. Moi, je peux juste conseiller, mais c'est elle qui choisit le produit. Elle choisit la manière comment on travaille. Donc, ça, c'est sa responsabilité et ça me convient parfaitement parce que c'est elle l'artiste, c'est elle qui sait, ouais. Oui, clairement. Du coup, parle-nous de ta méthode spéciale. Qu'est-ce qui fait comment tu as développé justement, ça fait quand même des vingtaines d'années d'expérience. Comment ça a commencé depuis le début? Comment tu as pris le choix justement de te spécialiser dans le nail art? Et voilà, parle-nous jusqu'à aujourd'hui. Quand j'étais à l'âge de 10 ans, je commençais les manicures pour maman et mes copines. Ça me plaît parce qu'en Russie, les manicures, ça commence pour les filles à l'âge de 13 ans, 12 ans, 13 ans pour essayer des premières fois. Oui. Voilà. Vous étiez petite, oui. vous commencez à s'occuper de vous. Oui. Trop bien. Moi-même. Vous allez à l'école avec Et à l'âge de 16 ans. C'est vrai. À l'âge de 16 ans, je fais école de mois. Et voilà, j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans. D'accord. Et du coup, comment ça se passe, tes premières clientes? Ça se passait comment? Est-ce que tu étais dans des salons, d'autres salons? Dans les salons, oui. Ah, d'accord. Oui, dans les salons tout de suite. Après, demain. Et j'ai commencé à travailler. Ça me plaît et avec des années, j'ai appris beaucoup de choses. Voilà, avec différentes méthodes. Donc, justement, tu es montée en compétence, tu as appris pas mal de choses. Et à quel moment tu as créé ta propre méthode à toi ou les prestations, tes points forts, on va dire, genre? Est-ce que tu peux... Je sais passer à peu près, je sais pas, 2 ou 3 ans. 2 ans, 3 ans. Ouais. D'expérience. Ouais. Ouais. Et du coup, tu te spécialises dans quoi exactement? Tu fais tout ou tu as vraiment une spécialité en particulier dans... Je fais tout. Ouais, manicure, vernissement permanent. Ouais, mais plus, c'est la méthode d'Ina. Je me permets. Je suis timide. Non. Elle fait, comme on appelle ça, manicure à l'ancienne. Donc, manicure classique, quand on trompe les mains dans le haut et tout. Parce que cette méthode-là, elle est vraiment peu utilisée maintenant. Et il y a très peu de spécialistes. Et Ina, ce qu'elle fait, donc elle a cette méthode-là, et je pense qu'elle a les mains en or. C'est vraiment une artiste.
elle switch, elle combine cette méthode-là avec d'autres. Et par exemple aussi, quand elle fait la pédicure, sa pédicure, c'est le mix de pédicure classique beauté de pied avec pédicure de podologue. Donc, par exemple, on fait pas vraiment des soins de podologie au salon, mais notre pédicure, c'est à un autre niveau. C'est vraiment, c'est pas juste une beauté de pied, c'est à un autre niveau. Soin et donc. Oui. Bien. Voilà. Et pour quand tu parles justement de la manucure à l'ancienne, ça veut dire quoi exactement? Parce que moi, je suis pas trop. D'abord, on va limer les ongles. Après, on va mettre des cuticules removers. C'est un produit pour cuticules. Et après, 30 dans les là. Après, chaque doigt, on pousse avec les pouces métalliques. Ouais, voilà, comme ça. Oui, pouce métallique. Après, bâtonnet. Et après, pince en vie. On coupe les cuticules, mais ça dépend des... Il y a une façon comment il faut couper. Et je coupe chaque fois. C'est juste, voilà, c'est juste que il y a... En plus, on a des mains différentes. Chacun, la peau. Il y a la peau qui transpire un peu plus, la peau qui est très sèche. C'est ça, là. Sèche. Donc, à partir de ça, quand Dana, elle a fait son analyse, elle choisit la méthode, elle adapte, elle prend les vraiment une signe. C'est l'ancienne méthode, mais avec différents les cuticules. Parce que en fait, ça dépend des mains, ça dépend des doigts. Oui, c'est ça. Ça dépend des cuticules. Et les cuticules, s'il n'y a pas de cuticules, on juste nettoie. Et aussi le choix des instruments, des outils. Aussi, ça dépend de l'analyse de ce qu'il a fait. L'analyse, elle dit, voilà, ça, ces mains-là, on travaille comme ça, les mains, on travaille comme ça, ou on fait le mixte, je coupe, mais je coupe pas trop. Donc, c'est ça. C'est un peu compliqué d'expliquer, mais quand on travaille, on peut voir... Ouais, bien sûr, tu vois que c'est très différent. Ouais. Trop bien, trop bien. Et du coup, à quel moment tu as... Parce qu'au départ, tu travaillais dans les salons. À quel moment tu t'es dit, je veux travailler à mon propre compte? Parce que tu es passé un peu en freelance au bout d'un moment. Oui, j'étais freelance. À quel moment? Depuis 2000... Quand tu as déménagé en France, peut-être, non? Oui. Mais avant, peut-être aussi, non? Non, en Russie, non. C'était dans non, en France. Oui, il faut arriver en France. En Russie, non. Et du coup, justement, arrivé en France, comment tu as eu tes premières clientes? Parce que, tu vois, c'est un changement de lieu. Comment tu as réussi à avoir tes premières clientes? J'ai fait un manicure pour une amie. Voilà. Et après, c'est bouche-oreille. Voilà, c'est ça. Tu as essayé de créer un... Devenu entrepreneur. Oui. Voilà. Et tu as essayé de tester les réseaux sociaux, d'avoir un compte? Non, du tout. C'est le rôle de Julia, c'est pour ça qu'elle Ok. Et du coup, maintenant, ça fait 1 an que vous avez commencé le blog. Tout à fait. Quel est le plus gros challenge, vous direz quand même, que vous avez eu quand vous avez lancé le salon? Il y a des petites difficultés, soit administratives ou quoi. Pour vous, quelle était la plus grosse difficulté? Ça peut être différent pour l'une ou pour l'autre. Je pense que le choix de l'emplacement, de lieu, c'était un peu, c'était pas casse-tête, mais c'était compliqué de choisir dans quel quartier, quelle rue. Est-ce qu'on prend tout de suite une grande boutique ou on commence petit? Et aussi, je pense, l'équipe. Pour Ena, je pense que c'était très difficile de trouver l'équipe. Trouver les personnes. Ouais. Je pense que dans notre métier, c'est toujours... c'est plus challenger. Ouais, c'est plus compliqué de trouver... Former la personne pour qu'elle fasse la même technique, le même process, en fait. Exactement. La même image, on va dire. Absolument, ouais. C'est difficile.
Et toi, tu penses que c'est ça Je sais, c'est toute ma vie. Bon, 18 ans. Non, mais je pense que c'est vraiment l'équipe, c'est le plus difficile. Parce que c'est pas le fait de juste former l'équipe, mais s'assurer que la personne travaille toujours la qualité de travail, la qualité de prestation. Oui, c'est très important comment on communique avec nos clients aussi. Donc ça. C'est ça. Je pense que une fois tu as trouvé le lieu, tu as trouvé tes produits, tu t'améliores, mais l'équipe, tu dois travailler tous les jours, du matin au soir. Et ça, c'est vraiment le plus compliqué. C'est le plus gros challenge. Oui, la qualité au sein de l'équipe, parce qu'après tout, si quelqu'un va venir, soit il va avoir la prestation avec une ou une autre personne, le mieux, c'est d'avoir le même feedback qui va sortir, l'image de ce salon-là. Oui. Et du coup, quand tu as pris le choix, Julia, de quitter, parce que tu étais en salariat. Oui. Voilà, quand tu as pris le choix de quitter le salariat pour entreprendre, lancer ton projet, c'est quoi la vie de ton entourage? En fait, c'est pas facile parce que moi, toute ma vie, j'étais salariée, bon salaire, on est toujours tranquille, on est dans des grosses entreprises. Oui. Mais j'avais quand même des petites sociétés de production. J'essayais d'être aussi agent de photographe. Donc, donc j'avais une petite expérience, mais d'être complètement à son compte, ça change parce que quand tu es salarié, tu sais que à la fin du mois, tu vas avoir un salaire, tout va bien. Tu as cette stabilité-là, c'est garanti, on va dire. Là, tu changes complètement, tu passes de l'autre côté. C'est toi qui dois faire tout pour assurer le salaire de tes employés. Donc, c'est une grosse responsabilité. Au début, tu as beaucoup de doutes. Mais quand tu commences... tu en as parlé autour de toi? La famille? Oui, je parlais avec mon père, surtout. Et mon père me dit, vas-y. Oui, ça change, mais lui, il avait dans sa vie, il avait cette expérience-là. Il m'a beaucoup encouragée. Mais c'était pas facile quand même. C'était pas facile. Est-ce que tu as eu des personnes qui étaient en mode, t'es sûre, tu es bien, ton salaire est bien, t'es sûre que tu es Oui, bien sûr. Il y avait des amis qui me disaient, t'es sûre, parce que c'est pas facile. Surtout en France, c'est peut-être mieux d'être salarié. Il y a toujours toujours un risque. Donc, oui, c'était pas facile, mais je pense que ça me convient plus maintenant d'être à mon compte et de faire quelque chose qui me plaît. Moi, je faisais toujours ce qui me plaisait, même quand j'étais salariée. J'ai adoré mon travail. Très bien, mais à une plus grande échelle. À ce niveau-là, en fait, tu es arrivé à un niveau où tu voulais vraiment être ton propre compte. Oui. Ça. Tu voyais pas... Même si c'est tout petit, notre entreprise, elle est toute petite. Bien sûr. bien sûr, on va grandir et tout. Mais, ouais. Et toi, Edna? Du coup, est-ce que quand tu as pris la décision de lancer ce projet-là? J'ai parlé avec mon mari. Il m'a dit oui. Vas-y. Oui, vas-y. Ouais, mais Ina, elle était toujours à son compte. Oui. Donc, ça a changé. C'est vrai, tout à fait. Mais avoir aussi, en étant en freelance, on n'a pas de responsabilité, en fait. Oui, c'est ça. Déjà, avoir le coût d'un local, avoir une équipe, tout ça, c'est vraiment plus de risques, plus de responsabilité. C'est pour ça que pas mal de gens aussi préfèrent rester tout seul, en fait. Donc, est-ce que tu as réfléchi à ça? Oui, j'ai réfléchi beaucoup à ça, mais t'es pas toute seule. Oui. Je suis avec ma Julia. Trop bien.
Ouais, ok. Et aujourd'hui, comment vous vous sentez par rapport à votre projet? Vous sentez votre projet, ça fait quand même un an. Donc, Je pense qu'on est contente. Je pense qu'on pourrait faire mieux. On fera mieux. Mais pour la première année, ça se passe plutôt bien. Plutôt bien. On a envie de grandir. Il a un autre projet de formation. On va faire une école. Donc, je pense que quand tu fais quelque chose qui te passionne, et tu t'impliques, tout se passe très bien. Il n'y a pas de raison. Bah, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, tout à fait. Et du coup, est-ce qu'il y a eu quelque chose, ou quel était le plus gros élément? Parce que tu as eu un long parcours qui est très intéressant. Quel était le plus gros élément que tu as appris dans ton parcours, ou même dans la vie, qui a été super efficace, ce projet-là? Mais j'ai passé 17 ans chez Condé Nast. C'est la meilleure école du monde. C'est, Ça fait plein de choses. tu apprends tout. Du coup, qu'est-ce qui était le plus efficace pour toi D'être efficace, vraiment. De bien utiliser, d'être efficace, bien utiliser ton temps, de comprendre tes priorités. Si tu as un mail qui arrive, tu réponds tout de suite, ou tu gères. Oui, tu gères. Après, bien sûr que j'ai appris à communiquer, je sais ce que c'est marketing. Vraiment, Condé Nast, un grand merci. C'était une superbe école. Moi, c'est combien de temps avec eux? Entre 15 et 17 ans. Ouais. Ouais, 17. Quel rôle? En fait, j'ai commencé comme freelance et après, j'ai proposé... Oui. Déjà, tout le monde... Je pense qu'à l'époque, n'importe quelle fille voulait travailler chez Condé Nast. C'était magnifique. Au Vogue, c'est un rêve. Mais c'est très dur. Travailler chez Condé Nast, c'est d'être solide. Donc, j'étais d'abord freelance et après, je proposais au Condé Nast Russie d'ouvrir le bureau à Paris. Leur bureau à Paris. Et, non, j'étais déjà en France. Okay. J'étais déjà en France. J'ai déjà travaillé avant Condé Nast chez Libération pour le supplément Next, supplément mode. Donc, je faisais les productions de prise de vue en freelance. Voilà. Après, c'était Condé Nast. Et Condé Nast aussi, à l'époque, ils n'avaient pas le bureau en France. Et je proposais, je suis venue avec le projet d'ouverture de bureau ici. Voilà. Et ça a marché? Ça marche, ça a très bien marché. C'est Condé Nast. Ça ne peut pas ne pas marcher. Donc, voilà. Donc, tu dirais, ce qui a été l'élément le plus efficace, c'est comment gérer, en fait. Comment tu gères ton temps, comment tu gères un peu aussi, tes priorités, les projets, ouais. Après aussi, comment tu communiques avec les gens, c'est très important. Et toi, Ina, du coup, quel élément tu dirais était le plus efficace pour toi? L'année dernière. L'année dernière. Oui, j'ai appris beaucoup de choses. Parce qu'avant, je travaillais à mon compte, je suis toute seule. J'ai des clients privés, je travaille en shooting. Mais j'ai appris beaucoup de choses depuis l'année dernière à m'adapter. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a aidé par rapport à ton parcours de 23 ans? Tu as eu un long parcours. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a justement... que tu as appris pendant ce parcours? Je suis qui t'a aidé dans ce projet-là? À part l'expérience elle-même, art. Mais j'adore ce métier. Donc, oui, je suis amoureuse des métiers. Ça fait plaisir de voir une personne aussi passionnée de ça. J'adore faire les manicures. Voilà. Julia, t'en penses quoi? Je pense que t'as un avis. Moi, je pense que quand même... je pense que c'est le bon mix entre nous. Moi, je savais gérer, quand même, j'avais mon équipe chez Condé Nast et j'ai appris énormément de choses. J'étais formée par Condé Nast. Donc,
meilleure école. Inna, elle était toute seule. Elle savait déjà gérer son planning. Elle avait pas mal de shooting. Elle avait les clients privés. Donc, elle avait déjà cette expérience de offrir les services aux clients, parce qu'elle avait des clients différents, des clients très exigeants. Et ça aide. Elle a son expertise, la sienne, et le mixte fait que voilà, le salon marche plutôt bien. Trop bien. Il y a plus de choses. C'est bien. Donc, pour une personne qui a l'idée de lancer un salon, qui justement était un freelance pendant longtemps, que ce soit toute seule ou à deux, vous lui conseillez quoi, de faire quoi en fait? Elle a l'idée, mais elle ne sait pas comment se lancer pour ouvrir son salon. Quel serait votre conseil? Cette fois, je vais commencer avec toi, Inna, parce que sinon tu vas attendre. C'est sérieux ou pas? On pense quand même. On connaît bien le métier. D'être vraiment expert sur le sujet. Ouais. Mais si la personne elle est experte, mais elle hésite en fait. Mais elle est administrative aussi. Il faut soit qu'elle soit elle-même Julia ou trouver sa propre Julia. Oui, sa propre Julia. T'en penses quoi, Julia? Non, je suis d'accord avec toi, bien sûr. Mais après, je pense, trouver l'équipe, c'est très important. Ah oui, la personne, c'est sûr qu'elle peut trouver une équipe et qu'elle invente son concept, qu'elle ne regarde pas comment on travaille. Bien sûr, c'est important de regarder comment on travaille d'autres salons, mais qu'elle trouve une idée que son salon soit un peu différent que les autres. Qu'est-ce qu'elle peut donner de spécial? Qu'est-ce qu'elle peut faire de spécial et pourquoi elle doit faire ce salon? Il faut pas penser, je vais ouvrir parce que ça me rapporte de l'argent, ou juste parce que les autres ils font et ça marche bien. Il faut quand même trouver l'idée qui est unique en fait. Que ce soit, pourquoi tu vas ouvrir un énième salon en fait? Exactement. Qu'est-ce que tu peux offrir de spécial aux autres? Ouais. Et du coup, si la personne elle a préparé son idée, elle a tout préparé en fait, mais elle n'arrive pas à faire le pas de lancer le salon. Je pense, qu'est-ce qui bloque? Après, ça peut être beaucoup de choses, mais elle hésite, ça lui fait peur de prendre le risque. Oui, mais ça, elle doit faire quand même le travail même. C'est quoi le blocage? Exactement. Ok. Et disons que cette personne elle a enfin lancé le salon, mais elle n'arrive pas beaucoup à avoir des clients. Disons que elle avait les personnes qui étaient les clientes fidèles, les personnes qu'elle connaissait déjà, mais elle n'arrive pas à avoir plus, atteindre plus de personnes. Tu lui conseilles d'avoir plus de clients comment? Déjà, elle doit comprendre pourquoi elle n'arrive pas à développer. Pourquoi elle n'arrive pas à développer la clientèle. Qu'est-ce qui marche pas? Donc, tu fais un liste et tu marques des points forts de ton salon et des points faibles. Et comme ça, tu vois qu'est-ce que tu peux changer, qu'est-ce que tu peux améliorer de ce qui marche bien. Et le point faible, tu regardes et tu dis, voilà, je peux changer ça. Et après, tu cherches comment tu peux changer ça. Vraiment, il y a des effets. Est-ce que aussi tu as un conseil de comment vendre mieux? Peut-être elle peut avoir des clients, plusieurs clientes, mais elle est pas en train de bien vendre ses prestations. Est-ce qu'il y a un moyen, des astuces que tu peux partager, bien sûr? Moyen, des astuces. Après, elle doit regarder un peu sa stratégie de marketing, donc comment marche son réseau. Peut-être, de prendre quelqu'un qui peut l'aider, de trouver les ambassadrices qui peuvent un peu lancer son affaire. Donc, oui,
Est-ce que tu penses que c'est très important d'avoir justement des ambassadrices bon, avant on les appelait, aujourd'hui on les appelait plus influenceurs, enfin sur les réseaux sociaux en tout cas. Est-ce que tu penses que ça c'est très important? Ou ça peut aider en fait Oui, moi je pense que c'est important. C'est ça va pas si ton travail pas bien, ça va pas changer beaucoup de choses. Mais une ambassadrice, la présence sur les réseaux, ça change beaucoup. Ouais. Si en fait le travail il est bien, c'est que c'est juste que tu n'arrives pas à atteindre plus de personnes, mais le fait de se faire découvrir à travers les réseaux sociaux et justement à travers ces ambassadrices, ça va aider justement à avoir plus de visibilité. Mais c'est après la qualité de la prestation qui fait le boulot. Exactement. Exactement. Donc, parce que tu vas pas prendre juste ambassadrice. En plus, ambassadrice, elle va pas dire que c'est super si c'est pas super. Donc, bon, il y en a, mais après, ça fonctionne pas beaucoup. Il y a des personnes qui sont commissionnées, et on les connaît. Oui, mais ça va pas aider. Bon, sur le moment, ça va aider un tout petit peu, mais après non, ça va pas durer. Et Edna, t'en penses quoi, toi, par rapport à aussi ton expérience en freelance? Comment tu voyais comment augmenter tes ventes ou avoir plus de clientes à part bouche à oreille? C'est la qualité de la prestation, tu vois. Non, mais c'est vrai. C'est sûr. Non, oui, mais c'est vrai parce qu'Inna, elle a jamais utilisé. Là, c'est un exemple parfait. Elle a jamais utilisé les réseaux. Oui, jamais. Instagram, Facebook. Non. Donc, sa clientèle, c'est vraiment la qualité de son travail. Un client qui conseille un autre. Après, c'est vrai que Inna faisait pas mal de prises de vue, elle continue à faire pas mal de prises de vue, mais c'est venu aussi comme ça. Oui, c'est vrai. Elle a fait un shooting. C'est un peu le réseau, c'est beaucoup le réseau, en fait. Exactement. C'est ton propre réseau aussi. Important. Oui. Ouais. Okay. Donc, justement, pour une personne qui hésite, pour toi, si on récapitule, il faut que déjà on soit expert. Après, sûr, il faut être expert sur le nom de domaine. Il faut que la qualité de la prestation soit top et il faut être un peu sur les réseaux sociaux, Julia, c'est ça? Il faut être beaucoup sur les réseaux sociaux. Absolument. Et avoir des ambassadrices ou voilà, essayer d'atteindre la clientèle, mais il faut avant ça que la prestation et que l'expertise elle soit... Et il faut être toujours différent des autres. Il faut ramener quelque chose un service, prestation que les autres ne proposent pas. Ou la qualité de prestation, elle doit être vraiment différente. Top, ouais. Et du coup, aujourd'hui, si vous recevez un client, imaginons moi, la première fois. Avec grand plaisir. Et du coup, moi, je m'y connais pas trop. Je fais rarement mes ongles. C'est juste une fois, j'avais un événement dimanche. Marc me connaît. Je m'occupe pas beaucoup de mes ongles, donc je sais pas faire quelle prestation. Je vois qu'il y a beaucoup de noms de prestations. Et je connais pas. Comment vous gérez ce genre de client? Déjà, pour prendre rendez-vous, vous allez nous contacter pour prendre rendez-vous. Ok. Et comme ça, on va vous expliquer qu'est-ce qu'on peut vous proposer avant de venir. Okay. On va poser les questions. Est-ce que vous voulez faire juste la manicure? Est-ce que vous voulez faire en plus la pose de vernis classique? Semi-permanent. Est-ce que vous voulez faire des extensions? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vernis classique ou vernis semi-permanent avec un design? Oui. Ok. Et il faut arriver sur place. Comment se déroule? Est-ce que vous avez un process ou... Oui, on va regarder comment se passe votre... quelle manicure on va choisir manicure. La couleur. Les clientes vont choisir la couleur. On peut aider aussi. Voilà, on va commencer les manicures. Okay. D'abord, ce qui est important, c'est la prise de rendez-vous. C'est pour ça on conseille de nous appeler ou de nous écrire sur Instagram ou WhatsApp pour qu'on vous conseille exactement ce que vous souhaitez.
ce qu'il faut prendre une fois on a pris le rendez-vous, parce que ça dépend de combien d'heures, la durée de prestation, elle dépend de ce que vous avez choisi. D'accord? Si vous avez choisi une manicure avec la pose de vernis classique, ça va être difficile pour nous de faire après la pose de vernis semi-permanent avec un design, parce que ça prend beaucoup plus de temps. D'accord? D'accord. Donc, une fois on a choisi, c'est bon, le rendez-vous est pris. Quand vous venez au salon, la personne qui va vous recevoir, elle va faire analyse diagnostic de l'état de vos ongles et vos mains. Parce que, par exemple, si vous voulez faire semi-permanent, pose de vernis semi-permanent, et vos ongles sont très abîmés. Donc, on va pas le faire. On va vous conseiller de faire juste la manicure, faire les soins, mais on ne fera pas pose de vernis semi-permanent. Même si c'est moins cher. Même si c'est moins cher. Oui. Mais pour nous, c'est très important. On veut travailler avec vous. On veut vous fidéliser. On veut pas juste aujourd'hui faire la prestation, prendre l'argent, on a oublié le client. Ça aussi, c'est la manière de travailler, de garder la clientèle, d'agrandir sa clientèle. Parce que si vous êtes contente, vous allez revenir vers nous. Et si on traite bien vos mains, vos ongles, vous allez être très, très contente de nous. Voilà. Vous allez parler autour de vous. Je vais revenir. Et vous allez revenir. Vous allez parler autour de vous. Vous allez nous ramener vos amis. Parce que vos amis, quand ils vont voir vos mains, vos copines vont dire, t'as des jolis ongles, hein. Ouais. Dis donc, tes ongles sont bossés. Waouh, c'est super. Tu vas chez qui? Ouais. C'est tout. Trop bien. Du coup, s'il y a des ongles abîmés, vous posez quoi? Plutôt juste le manicure. Et un petit soin. Oui, il y a toujours une option. Parce que, par exemple, là aussi, il faut être dans le vague. Il faut connaître les tendances. Donc, c'est très important de bien conseiller aussi ses clients. La cliente, elle est venue, les ongles sont abîmés, on dit voilà, on vous propose les soins, il y a certains soins, on vous propose de faire la manicure, il y a un lumière rouge qu'on peut vous proposer encore quelque chose, les produits, on peut conseiller les produits, on va dire, vous savez, là pendant 2-3 mois, on vous conseille de faire le pose de vernis classique, et on a très bon marque vegan, manicuriste par exemple, qu'on aime beaucoup, qui abîme moins les ongles, ou si on pense que pose de vernis vraiment pas conseillé pour le moment pour vous, on fera une jolie manicure, on va vous dire voilà, avec une base transparente, lissante, aussi de chez manicuriste par exemple, vegan, qui va être aussi, vos mains elles vont être soignées, et aussi dans les tendances maintenant, c'est d'avoir jolies mains soignées sans vernis, par exemple. Oui. Mais une fois, on a bien expliqué à la cliente, elle est contente de prestations. Et en plus, on soigne ses ongles. Donc, elle reviendra quand elle sera un peu... Bien sûr. Après, on va l'expliquer que c'est important quand même de faire les soins. Une fois où on vous a abîmé les ongles, vos ongles sont un peu fragiles, on va vous conseiller les soins qui vont vous aider d'entretenir bien. Oui. C'est vrai, c'est très bien. Et c'est pas évident parce que parfois, vous partez avec une idée, il y a un client qui arrive qui dit je veux ça. En fait, c'est pas évident de se dire, en fait, calculer et dire que finalement, on lui fait pas ça parce que ses ongles sont pas prêtes ou elles sont abîmées. Oui, si elle est abîmée, je peux pas le faire vernis semi-permanent. Ça abîme plus. Avec les chauffe. Et on a des clients qui viennent et qui veulent absolument faire extension, par exemple. Oui. Les faux ongles. Oui. Et des fois, on peut pas parce que les ongles sont trop abîmés ou il y a une maladie ou encore quelque chose. Donc, on dit non. Parce que on retrouve pas mal de clients, on récupère pas mal de clients avec des problèmes
de santé d'ongles, on va dire. Ouais. Ils sont contentes. Après, ils sont très contents. Ah oui, bien sûr. Ouais, parce que ça se voit. Ça se voit Avec, par exemple, dans un mois, ça se voit que les ongles reposent, les palettes. Bien sûr. Est-ce que tu as eu un cas où il y a quelqu'un qui est arrivé qui fait pas des poses et qui demande quelque chose de très sophistiqué, avec quelque chose qui doit se maintenir dans le temps, alors que cette personne n'a jamais fait ses ongles? Est-ce que ça arrive et comment tu gères ça? Tu expliques qu'il faut maintenir, par exemple, je sais pas, il y a quoi qui se maintient dans le temps, par exemple, les faux ongles ou la gel, non? Plus des temps. Oui, oui, mais cette personne, elle a jamais fait de pause et elle veut quelque chose de très sophistiqué avec tu vois, des accessoires et tout ça. Tu le fais? Oui. Oui. Parce qu'elle a osé quand même Oui, on a essayé de faire tout. On a essayé. On arrive. Mais pour les clients, qu'on va être très contente. Ça, c'est ce qui est important. Ouais. Ok. Et du coup, comment tu vois qu'on peut fidéliser, justement, tu disais déjà, il faut qu'elle soit contente par rapport à la prestation qu'elle a faite. Quels sont les autres moyens, on va dire, pour fidéliser les clientes? Qu'elles reviennent. Après, parce que le soin des mains, c'est quelque chose qui est plutôt récurrent. Comment, justement, s'assurer que la cliente, elle revient tout le temps vous voir? Lina? Je réfléchis. Je sais pas. On accueille bien. Ça vient plus naturel pour toi, en fait. Ça vient naturel, qu'elle passe un bon moment, qu'elle passe un agréable moment et qu'elle soit satisfaite de la prestation, c'est ça? Mais ça se voit sur le travail aussi, hein, sur les ongles. Donc, je suis sûre qu'elle va revenir. Ouais. Parce qu'elle est prêt rendez-vous tout de suite. Prochaine. Ah, c'est vrai. Oui. Très bien. Et Julien? Moi, je pense que c'est important de donner vraiment un très, très bon service. Qualité de prestation, on ne parle même pas. Ça reste toujours top qualité. Mais on doit traiter nos clients de façon comme on veut être traité. La cliente, elle doit toujours se sentir prioritaire. Même si, vous savez, on a on a une très belle clientèle. On a aussi des gens connus qui viennent. Mais jamais on va traiter une personne différente par rapport à une autre. Voilà. Jamais. Parce que quand vous venez quelque part, vous voulez toujours, vous voulez vous sentir bien, que vous êtes bienvenu, qu'on veut vraiment vous recevoir et vous donner meilleures prestations, meilleurs services. Donc, nos clients, parce qu'on a les hommes, les femmes, les enfants qui viennent aussi. C'est vrai? Oui. À quel âge? À partir de 5 ans. Bon, de toute façon, on peut... Oui. Juste on a une gamme de vernis pour les enfants. Donc, c'est je pense même pas. Pour moi, c'est les vernis pour les enfants. Ils jouent avec, tu vois. Mais quand on leur fasse la pause, ah là là, c'est des enfants bien. Des fois, les mamans, elles viennent avec les enfants. Et c'est bien de aussi, comme ça, c'est un moment ensemble, en fait. Passer un moment ensemble, comme ça, on s'occupe de l'enfant. Maman, elle peut avoir le temps pour elle. C'est aussi. C'est magnifique. C'est bien. Que ça, je pense que c'est ça quand on traite nos clients comme nous on veut être traités, tout marche. Vraiment donner le meilleur service, meilleure prestation. Accueillir le client. Parce que c'est ton client. Tu dois l'aimer. Tu dois le donner le meilleur de toi. c'est ça ce qu'on demande à notre équipe et c'est ça. Oui. C'est comme ça qu'on fait marcher notre petite entreprise. Trop bien. Est-ce que tu as fait par exemple, soit des deals ou des packages
pour s'assurer que les clientes reviennent. Par exemple, Je fais pas ça. Non. Non. Tu veux pas. Non. Tu crois c'est pas de notre niveau. Pourquoi? C'est parce qu'on donne les prestations de haut de gamme et je pense que c'est déjà bien. Je pense pas que c'est un moyen d'avoir on n'a un pas nombre besoin de de ça. prestations. Non. Je pense quoi aussi des abonnements. Si c'est quelque chose J'aime pas du tout. Tu aimes pas. Non. Tu préfères que la personne revienne toute seule, en fait, et qu'il n'y ait pas un engagement, c'est ça? Non, c'est pas ça. Je pense que, vous savez, les marques de luxe, ils font pas des réductions. Très rarement. Bien sûr que la cliente qui vient souvent, monsieur, si j'ai envie je fais une réduction ou Un petit geste. ouais. C'est toujours, on est obligé de le faire. C'est normal de le faire. Mais je le fais pas parce que vous venez 10 fois, on vous a rempli votre petite carte. Non. Non. Je veux pas. Oui. Je veux pas mettre notre salon dans cette situation et je veux pas mettre nos clients, des reines qui viennent. Je veux pas. Et les abonnements, en fait, d'avoir un abonnement mensuel, par exemple, non. Parce qu'abonnement, on peut pas forcément dire réduction, mais d'avoir, ouais. C'est la même chose. C'est la même chose. Non. Donc c'est plutôt c'est une prestation de luxe, tu trouves. Absolument. C'est ça. Le process est un peu différent. Ouais. Tout à fait, c'est un peu différent. Donc qu'est-ce qui est spécifique à votre salon justement par rapport à tes prestations, pour que ça soit tout le service, le service qui est autour, l'hygiène, le service, bon conseil, diagnostic qu'on fait de l'état de l'ongle de notre client, de les mains, les pieds. Donc c'est ça, le service d'haut de gamme qu'on fait. On utilise les produits qui sont de très très bonne qualité. On stérilise nos outils. Tout fait que c'est vraiment, on donne cette prestation de luxe. Et tous les limes, bâtonnets, c'est jetable. C'est jetable. Oui, tout est jetable. S'assurer que vraiment, côté hygiène, c'est... c'est impeccable. C'est tout est fait devant les clientes. Okay. Ouverture et tu jettes. Ouais. Ok. Et du coup, imaginons que ça fait 1 an que vous avez lancé le salon, et c'est très bien déjà, c'est trop cool. Imaginons dans 2 ans que ce soit vraiment au niveau de réussite que vous voulez atteindre, les deux, par rapport à soit justement financièrement, votre base de clientèle, etc. Quelle serait la journée idéale pour vous deux, une fois que tout est stable en fait? On ne s'occupe pas vraiment de tout ce qui est... Parce que au début du projet, on essaye d'avancer, d'agrandir le projet. Ou d'un moment, quand ça, on va dire, bien sûr, réussite dépend de ta définition et la sienne. Mais du coup, quelle serait ta journée idéale, Julia? En fait, moi, je crois pas dans... Quand tu es entrepreneur, ça n'existe pas les journées cool, tu restes à la plage et tu t'arrêtes. Non. On va agrandir notre business. Je pense que on va ouvrir d'autres salons, écoles de formation. On va se développer encore autrement parce que la stratégie, on travaille tous les jours. Vous savez, on voit comment ça marche tous les jours et à partir de ça, on change nos projets un tout petit peu. On adapte un peu. Voilà. Donc, si on a un peu plus de temps pour nous, c'est super. Mais ce temps-là, on va dégager ce temps-là pour se développer. Mais ça n'existe pas que la journée cool, je vais aller voir le salon. Elle est propre à toi, en fait. Peut-être qu'il y a des tâches qu'aujourd'hui tu es obligé de faire que tu peux déléguer et tu gardes les tâches que tu préfères. Ça, c'est très, très compliqué de déléguer pour moi.
T'arrives Oui. pas. Non, bien sûr, tu vas agrandir ton équipe, donc tu vas oui, bien sûr, tu vas te dédier plus à, je sais pas, je vais m'occuper de marketing encore plus, autre chose, mais malgré tout, tu dois être présent dans ton entreprise, dans le salon, dans tes salons. Si tu as plusieurs salons, donc tu passes 2 jours ici, 2 jours ici. Moi, avant, moi, j'étais cliente de Joël Sicot. Elle faisait les soins de visage et je trouvais ses produits excellents. Son cabinet, c'était magnifique. Elle marchait très, très bien. Elle voyageait beaucoup pour donner des formations. Mais elle était toujours dans le salon. Elle faisait les soins elle-même. Elle recevait des meilleures clientes elle-même. Donc, voilà, pour moi, c'est un exemple. Et c'est pour ça son affaire marchait très, très bien. Parce qu'elle était toujours présente. Oui. Sauf si tu fais une franchise comme ça, mais même si tu fais une franchise, tu dois toujours tourner, en fait, pour voir. Tu dois toujours garder un œil sur ce qu'il fait, le fusil. Donc, voilà. Ok. Du coup, ta journée idéale. D'accord. Je pense toujours faire les prestations, c'est sûr. Oui. Oui. Parce que tu adores. Mais comment ça sera? Avec ma famille. Ouais. Passer plus de Avec temps. mes enfants et mon mari. Ouais. Passer plus de temps avec la famille. Ouais. Okay. Et comment tu définis la réussite justement du projet personnellement? Plus de clients, plus de salons, Plus de salons, formation, école. l'école pour former. Ouais, c'est très important. Et Satisfaction de client. oui. La réussite, c'est ça. C'est ça, quand nos clients sont contents de nos prestations, que le client revient. Oui, je suis très contente. On a une équipe solide, stable. Oui. J'adore, après les manicures ou pédicures, les clientes, elle est très contente, elle a dit beaucoup de choses. Votre salon, elle est vraiment, c'est très bien, nanani, nanana. Je suis très contente quand j'ai attendu ça. Trop bien, très bien. Donc, pour toi, la réussite, c'est vraiment d'avoir la formation et d'avoir plus. Oui. Ouais. Et toi, Julia, du coup, c'est vraiment le client qui est satisfait? Oui, parce qu'on va voir ça à la fin du mois aussi. Ouais. Sur nos chiffres, on va voir ça. C'est ça. Et tu penses la priorité, c'est d'avoir plus de salons ou plus de réarranger les prestations, d'avoir plus de prestations? Non. Plus de salons, bon, c'est bien d'avoir plus de salons, mais c'est pas la priorité. C'est pas la priorité. Non. Quelle est la priorité? Pour le moment, la priorité, c'est d'avoir toujours le même niveau. Et peut-être d'aller encore mieux. D'aller mieux, de se réinventer, toujours d'être innovatrice. C'est ça. Excellence. L'excellence. Et du coup, si tu as le choix de déléguer, et t'as vraiment plein de choses, t'as du mal à déléguer, c'est ça? J'ai du mal à déléguer. Tu seras obligé à un moment, donc tu délégueras quoi en premier? Mais t'es obligé à un moment. De toute façon, t'es obligé à un moment. Mais au début, on était 24 sur 24 sur le salon. Maintenant, petit à petit, on délègue certaines choses. Faut revenir, faut rechecker chaque fois. Oui. Donc, voilà. Comment tu penses déléguer justement l'équipe, elle est montée en compétence petit à petit. Ça fait un moment qu'elle est avec toi. Tu feras comment déléguer par scope, par exemple, tu enlèves la partie administrative, ou plutôt déléguer par tâche. Tu donnes la tâche, tu vois si la personne a plutôt par les tâches. Ouais. Petit à petit. Petit à petit. Ouais. Merci. Exactement. Et du coup, pour une
t'auras quoi comme conseil pour un entrepreneur en général, quelle que soit son industrie, qui va se lancer qui va ouvrir un projet et qui est prêt, qui va se lancer, mais qui veut écouter l'avis et les conseils des personnes qui l'ont fait. Plein. T'en as parlé déjà. C'est bien. Je pense que c'est très important d'être focus sur ton projet. Surtout au début, rester focus sur le projet et d'être concentré. Combien de temps quand tu dis début Première année, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Première année. Et peut-être après un peu aussi. Là, quand même, vous êtes à votre deuxième année? Oui. C'est en avril, c'était la première année. Et le rythme augmente ou diminue de focus? Peut-être ça augmente parce que on a plus passé première année. Maintenant, c'est en deuxième étape. Ok. Ouais. C'est pas très facile d'avoir son projet, mais rester tout le temps concentré sur ce projet. De travailler autant que au début qu'après. Bien sûr que tu peux déléguer un peu parce que tu grandis, tu peux pas faire tout. Mais au début, c'est sûr et certain, tu dois vraiment rester concentré sur ton projet. Tu peux pas partir en vacances. Ça y est, je travaillais 1 mois, 2 mois, ça marche, je pars en vacances. Non. Ne lève pas le pied. Ne lève pas le pied. Continue, reste concentré. Bien sûr que tu peux te permettre de ne pas venir 1 jour, 2 jours, mais pas plus. Pas plus, ouais. C'est commence à stabiliser, mais encore pas mal de choses à faire. Tu vas avoir toujours des choses à faire. Parce que c'est déjà, ça demande pas mal d'efforts pour maintenir ton niveau. Mais si tu veux te développer, faut augmenter ton niveau. Tous les jours. Faut être encore mieux. Moi, je pense que c'est ça. C'est ça qui est. Ouais. Pour moi, c'est ça. Très bien. Et là, du coup, si tu n'avais pas fait le choix d'ouvrir le salon avec Julia, tu serais où aujourd'hui? Je sais pas, je peux pas répondre. Je sais pas. Non, je sais pas. Tu as fait le choix. Ouais. Tu es sûre que tu sais pas où est-ce que tu serais aujourd'hui si tu n'avais pas fait le choix de ça? Je sais pas. Parce qu'il n'y a pas d'autre option. Toi, il n'y a que ça. Ouais. Julien, tu n'avais pas ouvert le salon. Tu serais où? Je sais pas, peut-être j'aurais trouvé un travail, mais je voulais ouvrir ma propre société. Tu aurais essayé, je pense. Ouais. Peut-être ce serait pas un salon ou quelque chose d'autre, mais voilà. Très bien. Mais je suis très contente qu'Ina m'a proposé ce projet. Je suis très contente que tu dises oui. Trop bien. Justement, j'allais finir avec les questions plutôt de partenariat. Quel est ton avis, ton conseil, Julia et Ina aussi, par rapport à une personne qui va se lancer en partenariat? Est-ce qu'il y a des prérequis ou des conditions effectivement de se lancer avec qui? Moi, je trouve que c'est très compliqué, surtout que avant de se lancer dans ce projet avec Ina, j'avais une petite mauvaise expérience, mais qui m'a appris beaucoup de choses. Vraiment? Et c'est très chouette que j'ai eu cette mauvaise expérience parce que elle m'a aidé beaucoup. Savoir. Ouais. Quand tu choisis ton partenaire, il faut pas se baser juste sur ton amitié. C'est bien si vous êtes amis, mais quand vous faites un business ensemble, c'est autre chose. On est amis, on dort du salon, mais quand on est dans le salon et on parle de notre entreprise, on est partenaire. Donc, ça c'est un point très délicat. Du coup, comment se préparer à ça? Je pense qu'il faut se parler, il faut régler tout avant de se lancer. Il faut tout régler, il faut définir les rôles. Il faut définir les rôles. Il faut bien
penser, est-ce que cette personne-là, tu veux faire business avec cette personne-là? Voir les points, encore une fois, positifs et négatifs. Est-ce que tout ce qui est dans le négatif, dans le noir, est-ce que tu es capable de gérer ça? Tu es capable d'accepter ça? Et voilà. Et après, il faut beaucoup dialogue, c'est important. Il faut parler avec ton partenaire, d'être transparent avec ton partenaire. Et comme ça, vous pouvez tout régler. T'en penses quoi, Ina? Le partenariat, ouvrir un salon d'un coup à deux, ça a des avantages et des inconvénients. Pour moi, c'est... Avec Julia, oui, je peux faire tout. C'est ça, c'est le cœur. C'est le cœur. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que j'ai déjà connu 18 ans. Et pour moi, Julia, elle fait beaucoup de choses. Ouais. Ouais. Donc voilà, le feeling et faire le pros et cons aussi et voir est-ce que s'il y a jamais des inconvénients, qu'on puisse avancer en fait. Et c'est très important d'avoir confiance en ton partenaire. Je fais très confiance de Julia. Je fais confiance, c'est pour ça. Même s'il y a des choses qu'il y a parfois, on règle entre nous, oui. C'est tout à fait normal. Oui. C'est tout à fait normal. Ça, mais c'est difficile de faire part de choses parce qu'on est amis et partenaires. Une fois on apprend de séparer ce de vie, une vie d'amis, une vie de partenaire, de business, tout va bien. Ouais. Bah, sur ça, on va finir. C'est très bien. Merci Julia, merci Ina d'avoir partagé cette expérience super cool. Merci. Merci.